Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 3. De beaux sentiments sans tomber dans les bons sentiments. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Faye et Lionel Delous. On a parlé de l'écriture de l'émotion et du sentiment à l'épisode précédent. Là, on va parler un peu plus des relations entre personnages. C'est-à-dire que c'est un mouvement un peu qui se dessine en ce moment et que moi je trouve plutôt sympathique, qui est que il y a un peu une recherche d'avoir des relations entre personnages qui puissent être saines, belles, sincères, c'est-à-dire pas forcément avoir que des gens qui se bouffent la tête en permanence, mais on peut se poser la question que écrire cela alors que dans la fiction il y a quand même toute une insistance sur la tension, sur le conflit. Donc comment est-ce qu'on peut concilier en gros ces choses-là? Comment écrire des jolies relations entre personnages qui ne soient pas, en gros, un peu comme ce qu'on disait à l'épisode précédent, la question qu'on s'est posée, mais là vraiment sur les relations entre personnages. Comment écrire de jolies relations qui ne soient pas, en gros, niaises et dégoulinantes de bons sentiments? Comment écrire du conflit narratif sans tomber systématiquement dans la cruauté et la violence? En fait, pour moi, il y a un peu deux fils différents dans ce que tu viens de dire, mais qui partent, j'ai l'impression, de la même interrogation, qui est une tension aujourd'hui entre à la fois avoir des personnages qui effectivement sortent un peu de je suis dark et torturé tout le temps, et tout ce qui m'arrive est dark et torturé aussi. Mais il y a cette crainte derrière, crainte qui, j'ai l'impression, est plus alimentée par un paysage médiatique que par les auteurs ou les lecteurs eux-mêmes, qui est la crainte de « Mais mon Dieu, on va nous faire un monde tout niais avec des petites fleurs tout roses et dégoulinant de bons sentiments et façon chamallow et ça va être horrible !» Donc voilà, donc il y a cette crainte. Alors il y a deux choses. Petit 1, écrire le plus simple, si on peut dire, c'est on n'est pas obligé toujours d'écrire dans de la cruauté atroce. Il y a plein de mouvements littéraires aujourd'hui de cozy mystery, cozy fantasy, etc. qui prouvent le contraire. Et pourtant, le cozy mystery, il y a parfois des meurtres au début. Il y a des meurtres, mais on arrive quand même aussi à avoir des petites ambiances cocon où on va boire du thé dans un petit salon sur les côtes anglaises. Les fenêtres battues par la pluie, mais on est au chaud à l'intérieur avec des scones. Et c'est cool. Voilà. Et ça s'écrit en France aussi et c'est très cool. Mine de rien, même, ça joue justement sur le contraste aussi entre l'ambiance très glauque, sombre qu'on s'attendrait à avoir dans un polar, et puis ce petit côté un peu cocon. Il y a la cozy fantasy aussi qui arrive, parce que oui, même dans un monde de fantasy, il y a des gens qui vont aussi essayer de cultiver leur jardin, monter leur petit salon de thé mentionné plus haut, etc. Et il y a beaucoup de salons de thé, j'ai l'impression, dans tous les cosy et tout. Après, moi, je suis plutôt café, mais je suis très pour les salons de thé aussi, très partisane. Donc ça, c'est plus simple. On n'est pas toujours obligé de l'avoir de la cruauté, et même, comme j'ai dit dans plusieurs épisodes, d'avoir des moments de pause un peu. Si vous voulez avoir des gros moments cruels, c'est bien parce que ça les met en valeur. Et c'est encore plus cruel quand le destin affreux s'abat sur vos personnages, alors qu'ils viennent de prendre le thé dans le petit salon, etc., mentionné plus haut. Et maintenant, l'autre branche qui est la plus dure à traiter, c'est, oui, accepter, et même pour moi, je trouve que c'est mieux parce que ça fait des mondes plus complets, qu'on peut avoir pour le coup des mondes qui sont super dark, plein de tensions et tout. Mais dedans aussi, les relations entre les personnages, c'est pas se déchirer tout le temps. Au contraire, en fait. Par exemple, un truc qui me tenait à cœur quand j'ai fait Les Révoltés de Bohême, qui est le plus dark des deux Bohêmes, c'est mine de rien, dedans, il y a un vieux couple. Ils sont ensemble depuis 25 ans et par ailleurs, ils sont en train d'essayer de faire continuer à vivre une flamme révolutionnaire dans une ville où c'est méga compliqué. Ils ont des dangers hardcore qui les menacent, mais vraiment tous les jours, quotidiennement, quoi. Ils vivent une vie super difficile au milieu des dangers. Mais eux, par contre, ils sont ensemble comme un couple normal qui est ensemble depuis 25 ans et qui se pose pas trop de questions, mais juste qui se soutiennent l'un l'autre, quoi. Et puis, ils ont peur pour l'autre aussi. Et voilà, et ça fait partie du monde. Et c'est, pour le coup, des relations qui, je trouve, sont encore sous-représentées, notamment en dark fantasy, et ça fait partie, pourtant, de ce qui rend un monde non seulement crédible, mais aussi humain, et c'est ce qui permet aussi une identification, mine de rien, du lecteur dans ce monde, parce que, oui, on se dit, mais finalement, ça peut être, c'est un couple qui ressemble à plein de couples autour de moi, celui de ma tante, mes grands-parents, j'en sais rien, que sais-je, et comment ils réagiraient s'ils se retrouvaient là-dedans? Et dans ce qui est pas vraiment du genre de l'imaginaire, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus, il y a L'Armée des Ombres, qui est le grand film sur la résistance, mais où finalement, c'est des gens normaux avec des enfants, des parents, des familles. Et ces relations-là, elles font partie, en fait, de leur quotidien. Et ils ont un quotidien, y compris, justement, dans ce monde où ils sont constamment mis à l'épreuve. Et parfois, ça va jouer contre eux de manière atroce. Et justement aussi, les pousser à avoir des attitudes qui sont
on pourrait dire inutilement dangereuses, mais qui se comprennent parce qu'ils veulent garder un peu de ce quotidien quand même. Et parfois, c'est juste quelque chose qui est dans l'histoire, en fait, dans le background, quoi. Donc, je sais pas si tout ça a été clair, mais en gros, c'est oui, faire exister des histoires qui soient pas que de la cruauté, et en même temps faire exister des moments un peu plus normaux et quotidiens dans des histoires cruelles. Bah, je suis d'accord complètement avec ce que tu viens de dire. Moi, effectivement, la question du contraste que tu as évoqué dans cet épisode, dans le précédent, me paraît être assez évident. J'ai réfléchi à des exemples d'œuvres ou de scènes ou de choses qui m'avaient marqué en matière justement de beaux sentiments qui ne tombent pas dans les bons sentiments dans les relations. Et à chaque fois, ce qui venait, c'est qu'il y avait un élément de contraste et de décalage, quelque chose de... Il y avait un pas de côté, un personnage... Je pensais, après c'est compliqué sans spoiler, mais je pensais à une scène de la série The Last of Us récemment. On a une relation entre des personnages qui sont pas vraiment du genre à avoir des grandes effusions, qui s'attachent l'un à l'autre, mais on a le personnage de Joel qui est quand même taiseux, bourru, qui est vraiment un peu l'archétype du perso qui ne... Et il y a une scène où à un moment donné, il va transmettre une émotion, sans le dire directement, dire au personnage d'Ellie qu'il tient à elle, et qu'elle l'a aidé. Il ne le dit pas directement, il le laisse entendre, et parce que ce personnage est justement quelqu'un qui ne transmet pas ses émotions, j'ai vraiment une grosse bouffée d'émotion qui est montée à ce moment-là parce que ça contraste avec tout ce qui a précédé. Alors je sais pas si c'est vraiment dans le thème des relations avec les personnages, mais je rebondis un peu sur ce que tu disais sur l'Armée des Ombres. Moi j'ai pensé à un roman que je trouve admirable sur comment ne pas tomber dans le côté un peu niaiseux. C'est le roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je trouve que c'est un livre qui est absolument admirable à tout point de vue. Enfin c'est un chef-d'œuvre, c'est reconnu universellement. Mais parce qu'il aborde des thèmes qui étaient casse-gueule. À savoir qu'on a un personnage d'un avocat intègre. Alors, personnage particulièrement difficile à réussir, le personnage intègre sans en faire une espèce de caricature. Un avocat très intègre qui accepte dans le sud des États-Unis des années, je ne sais plus, mais une période compliquée en termes de racisme. Il accepte de défendre un homme noir qui est accusé à tort, et on sait qu'il est accusé à tort, mais il sait aussi qu'il doit y aller parce que sinon il pourra plus jamais se regarder en face s'il ne va pas défendre cet homme tout en sachant qu'il va perdre. Vous voyez le potentiel de bouquin un peu mièvre à partir de ça. Et c'est un bouquin qui est magnifique à tout point de vue. Et en partie parce qu'il y a un choix de narration que je trouve absolument brillant, qui est que c'est décrit par les deux enfants de l'avocat. Mais le point de vue qui a été choisi, c'est pas celui du garçon de 11 ans qui découvre l'injustice et qui est absolument bouleversé par ce qu'il voit. C'est le point de vue de la petite fille de 7 ans qui comprend pas vraiment ce qui se passe. Et elle va dire à son père, mais dis papa, tout le monde dit que t'es un ami des nègres et apparemment la façon dont ils disent c'est mal, mais du coup pourquoi tu fais ça? Donc elle est témoin de tout ce qui se passe, mais elle comprend pas vraiment. Et parce qu'elle apporte ce point de vue, ce petit décalage, parce qu'elle apporte aussi quelque chose de très humoristique, de très léger, de très décalé pour décrire cette situation dramatique, et parce que tout est de son point de vue avec ce recul, c'est un bouquin qui est bouleversant, alors qu'il était terriblement casse-gueule à réussir. Et ça repose vraiment sur des choix de narration, des choix de décalage, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé au cœur du tourbillon émotionnel, on le regarde avec un pas de recul, je dirais. Et voilà, c'est l'exemple le plus frappant qui me soit venu pour ça. Et tous les exemples que j'ai pu trouver sont des exemples où il y a une manière de décalage, une manière de contraste. Et si vous l'avez pas lu, ce bouquin, lisez-le, c'est un chef-d'œuvre, il est magnifique. Et mine de rien aussi, quand on parle de ce livre, on parle forcément d'une situation politique aussi très chargée. Et quand on parle de bons sentiments, très souvent, on parle aussi de ce que nos textes ou les textes vont dire comme message. Et j'ai l'impression qu'un certain, en voulant éviter de faire du bon sentiment, il y a parfois des gens qui sont tombés dans des choses très problématiques. Et par exemple, en voulant absolument, on en parlait dans des tables rondes sur l'horreur récemment, si on fait que des femmes qui souffrent donc tout le temps et tout, et même parfois en voulant sincèrement dénoncer les violences faites aux femmes, sauf que si on a des femmes qui sont que des réceptacles à souffrance ou qui ont besoin de passer par des souffrances absolument hardcore pour simplement après pouvoir peut-être se révolter, quel message on envoie en fait ? Ou aussi, par exemple, il y a le trope de Bury Your Gays. Oui, effectivement, il y a plein d'endroits du monde, plein de périodes où être homosexuel est hyper difficile. Maintenant, si on fait que des romans où tous les homosexuels vivent forcément que des tragédies et forcément ils meurent, pareil, quel message on envoie sur le général aussi. Donc, par moments, en voulant éviter à tout craint de faire des bons sentiments, en voulant justement absolument dénoncer toutes les horreurs du monde, on en arrive peut-être à ôter certains types de personnages une partie de leur complexité, et c'est dommage, quoi. Et ça envoie finalement presque parfois un peu le message inverse de celui qu'on voulait faire passer. Alors, entièrement d'accord. En fait, je pense que dans cette histoire de conflit et de tension, cette espèce de peur de se dire mais comment est-ce que je vais réussir à ménager de la tension, en fait, je pense que derrière ça, il y a une espèce de simplification de la notion de conflit narratif et de tension. Qui est qu'on s'imagine que le conflit narratif, il est toujours interpersonnel, il est toujours frontal, et il est toujours à fond. Et non,
Un conflit narratif, déjà, il n'est pas forcé d'être interpersonnel, il n'est pas forcé d'être frontal, il n'est pas forcé d'être grave. C'est peut-être d'ailleurs, ça dit quelque chose de triste sur la société actuelle dans laquelle nous vivons. J'aime bien, Estelle, que tu dises que c'est pas vraiment une crainte de l'autorat, mais peut-être davantage plus du marché de manière générale. Il peut y avoir, c'est possible, c'est même peut-être la marque de la civilisation, il peut y avoir des divergences et des désaccords respectueux. Moi, l'exemple que j'aime beaucoup dans ça, c'est Frodon et Sam, tout simplement, en fait, qui ont quelques tensions entre eux quand Gollum arrive, mais globalement, il n'y a pas de doute que l'objectif et la difficulté est à l'extérieur. Aussi, de manière générale, pour peut-être essayer un peu d'ouvrir les idées, et je balance ça là, comme on dit, rapport au type de conflit narratif qu'on peut avoir, je sais que c'est très à la mode, y compris, je parlais de Star Trek à l'épisode précédent, dont moi je reste un grand fan. Je suis très peiné, j'aime bien certains trucs du Star Trek moderne, mais il faut toujours qu'il y ait un antagoniste, un adversaire. Alors que non, un des trucs de base et que moi j'aime dans le Star Trek historique, c'est que la source du conflit extérieur qu'affrontent ou que rencontrent les protagonistes, ça peut être un mystère, ça peut être une incompréhension. Il n'y a pas forcément un méchant qui veut leur péter la figure. Je trouve ça dommage d'en revenir à ça. Donc, on peut largement ouvrir les conflits. Aussi, un autre type de conflit narratif, la tension romantique, la difficulté d'approcher une situation, l'humanité tragique, les situations humaines, souvent elles sont confuses, elles sont compliquées. On peut être retenu par du passé, des douleurs, des failles, etc. Et peut-être même dans le cours d'un récit les transcender. Donc on peut ouvrir tellement de choses et sortir du truc frontal où on s'oppose nécessairement, que ce soit dans le cadre interpersonnel où on peut avoir toute la palette des émotions qu'on a évoquées à l'épisode précédent, ou dans le cadre du récit où c'est pas forcément qu'il y a quelque chose à vaincre dans l'absolu, peut-être quelque chose à accomplir à ce moment-là éventuellement, mais c'est pas forcément un adversaire. Moi, il y a une série rapport à ça que j'aime énormément, qui est sur Apple TV+, qui est Ted Lasso en fait, et qui n'est pas mièvre et qui n'est pas niais. Ça m'intéressait pas du tout sur le papier, où en gros c'est l'histoire d'un coach de football américain qui vient coacher une équipe de foot anglais en Angleterre. J'aime pas le sport, j'aime pas le foot. Enfin, je voulais pas regarder ça. Tout le monde disait c'est tellement génial, j'ai essayé et effectivement c'est génial parce que Ted Lasso, le personnage central, croit constamment et fondamentalement à la capacité positive de l'être humain et un petit côté Doctor Who, c'était pour ça que ça me parle d'ailleurs. Mais à côté de ça, Ted Lasso, il est humain, de temps en temps il s'énerve, de temps en temps il refuse de faire des trucs, de temps en temps parce qu'il souffre aussi à l'intérieur d'un certain nombre de choses, mais parce que en gros, globalement, il est humain. Finalement, on revient un peu toujours au même truc. À partir du moment où finalement on essaie de s'attacher à l'humain dans tout ce qu'il a de plus bordélique, dans tout ce qu'il a de plus confus et tout, plutôt qu'à la fonction narrative, globalement ça va bien se passer et on n'est pas obligé de rester dans des affrontements frontaux, pléonasme, mais quand on parle de conflit narratif, je pense que c'est vraiment important toujours de se rappeler qu'un conflit narratif au sens narratif du terme, c'est juste des frottements de gens qui se rencontrent de volonté. Alors des fois ça se passe mal et effectivement A veut casser la figure à B, mais globalement le mode de rapport de l'être humain c'est quand même pas ça quoi, et que il y a plein de raisons et plein de manières d'avoir éventuellement des désaccords, des rencontres, des divergences, et c'est la manière dont on va naviguer tout ça et dont les personnages vont naviguer tout ça qui va peut-être faire sortir une humanité sympa, et ça peut être très riche de tensions. Estelle, à l'épisode précédent, tu parlais de la romance. Je veux dire, dans la romance, c'est bourré de tensions narratives, et quand même, globalement, il s'agit de traiter d'humains. C'est pas hyper dark, sauf dans certains courants, quoi. Mais on peut très bien s'en affranchir, donc c'est pas nécessaire. Pour le coup, quand même une bonne part de ce que je vois passer aussi en romance actuelle peut traiter de sujets vraiment très profonds, très sérieux et tout, et de trucs pas forcément sombres pour le sombre, mais en tout cas prendre vraiment à bras le corps des sujets aussi, pas forcément de la sucrerie, quoi, en fait. Faut vraiment pas confondre romance et sucrerie, quoi. Après, y en a qui en parleront mieux que moi, donc c'est pour ça que là, s'il y en a qui corrigent parmi les vrais connaisseurs du genre, tout ça, n'hésitez pas. Après aussi, quand tu parlais de Star Trek, des premiers Star Trek montraient des mondes positifs de l'humanité qui justement avancent grâce à la coopération, grâce à une envie d'exploration et non pas d'expansion, de pouvoir ou de puissance. C'est aussi quelque chose d'hyper fort et qui est nécessaire et presque plus difficile à faire vivre aujourd'hui que du conflit basique et tout, auquel on est au contraire beaucoup trop habitué. Et à une époque où tant justement de forces dans ce monde veulent nous pousser à penser le monde avant tout en termes de conflits, d'opposition, de conflits de pouvoir, où en gros tu veux forcément prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre ou conquérir quelque chose,
Par exemple, quand je fais des tables rondes sur Space Opera, il y a combien de gens aujourd'hui qui, par défaut, vont penser le voyage vers l'espace uniquement en termes de conquête ou de colonisation, et pas d'exploration, d'entraide, de découverte, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et avoir des récits qui fassent rêver justement à quelque chose de plus positif, qui montrent que ça peut être possible et que c'est désirable, c'est hyper difficile à faire, c'est hyper fort. Et oui, voilà, décrire ces sentiments-là, mais tous ceux qui y arrivent, respect, quoi. Vraiment. Et vous faites un boulot compliqué et nécessaire, et merci. Petite citation pour terminer. Citation de Balthazar Gracian. Ne pas avoir d'amis, c'est un désert de nature singulière. L'amitié multiplie les bienfaits de la vie et divise les maux. C'est le seul remède contre l'infortune. C'est l'aération même de l'âme. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.